Welcome back to the program. We are here today with Larry Johnson. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes aujourd'hui avec Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, pour discuter de l'offensive diplomatique quelque peu surprenante émanant de Washington. Plus précisément, ce plan de paix en 28 points a pris beaucoup de monde de court. Je pense qu'on peut le constater du côté de Zelensky et de l'Europe en particulier, ainsi que chez les faucons aux États-Unis. Ils s'y sont immédiatement opposés, le qualifiant de capitulation et le condamnant en substance. Cependant, de votre point de vue, vous soutenez que ce n'est pas seulement une question d'inacceptabilité pour les Ukrainiens. Et bien sûr, les Européens veulent que cette guerre se poursuive. Mais qu'en est-il de la Russie? Pensez-vous que la Russie accepterait l'accord tel qu'il est? Non. L'accord tel qu'il est actuellement est totalement inacceptable. La Russie ne l'acceptera pas. Cependant, vous savez, la Russie va aborder cela d'une manière très russe, c'est-à-dire qu'elle accueillera favorablement l'occasion de négocier et de poursuivre les discussions avec Washington. Je pense que le langage de Lavrov sera quelque chose du genre « espérer parvenir à une solution juste qui serve les intérêts des deux pays », un langage très diplomatique. Mais si vous aviez Sergei Lavrov autour d'une bière, il dirait « c'est inacceptable, ils ne comprennent pas, l'Occident ne nous écoute toujours pas ». Cela dit, lorsque vous parcourez les 28 points différents, cela montre qu'au moins quelqu'un du côté américain, ce n'était pas un effort désinvolte ou irréfléchi. Il y a eu une certaine réflexion, il y a au moins une certaine compréhension de certaines des questions en jeu, et c'est donc un bon point de départ. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que d'une part, la Russie n'a toujours pas reçu de documents officiels de la part des États-Unis. C'est ce qu'ont indiqué Pepe Escobar et moi-même mercredi, ainsi qu'un certain Alexander Kazakov, coprésident du Club de l'Unité internationale. Nous avons eu un entretien avec Maria Zakharova et le juge Napolitano s'est joint à la réunion et lui a posé la question cruciale. Et elle a dit en gros qu'ils n'avaient rien vu. Donc tu vois, il y a des discussions, mais nous n'avons rien de concret sur quoi réagir. Cela a été répété aujourd'hui par Peskov. Ainsi, à la fois le ministère des Affaires étrangères et le Kremlin disent « Oui, nous entendons qu'il y a quelque chose, mais nous ne l'avons pas encore vu. » Voilà, c'est le premier point. Quand on parcourt le document, il est clairement rédigé d'un point de vue américain, sans tenir compte de ce que Poutine, le ministère des Affaires étrangères, l'armée et d'autres dirigeants politiques disent depuis un certain temps, à savoir que, tu vois, la Russie a ses propres intérêts. Poutine les a exposés très clairement le 14 juin 2024. Et si rien d'autre, ses intérêts non seulement n'ont pas changé, mais la Russie se trouve désormais dans une position où si ses intérêts qu'elle a identifiés ne sont pas satisfaits, elle les étendra. Ils vont prendre Dnipropetrovsk, ils vont prendre Kharkiv, ils prendront Soumy, probablement Poltava, puis ils donneront aux habitants de ces régions la possibilité de voter pour savoir s'ils veulent ou non rejoindre la République russe. Mais, vous savez, l'une des choses les plus folles dans ce document, laissez-moi juste le retrouver, je l'avais, c'était le point numéro, voyons, quel numéro déjà? Ah, le numéro 6. Le point numéro 6 stipule que la taille des forces armées ukrainiennes sera limitée à 600 000 personnes. Eh bien, regardez, lorsque l'opération militaire spéciale a commencé, la taille totale de l'armée ukrainienne était estimée entre 260 000 et 280 000 militaires d'actifs. Ils avaient probablement 600 000 ou 700 000 réservistes supplémentaires. Mais nous parlons ici des forces d'actifs. Lorsque la Russie et l'Ukraine se sont rencontrées à Istanbul en mars 2022, les Russes ont dit
D'accord, voici la limite en temps de paix pour vos militaires d'active. 85 000. Et voilà que les États-Unis disent « Oh non, 600 000 ». En gros, 7 fois, presque 8 fois, ce que la Russie était prête à accepter en 2022. Ils n'accepteront pas cela. C'est donc un exemple de ce que j'appelle la pensée occidentale délirante à ce sujet. Cependant, c'est un point qui mérite d'être discuté. Et la Russie reviendra en disant « Eh bien non, regardez, 600 000, c'est totalement inacceptable. Et nous allons vous expliquer pourquoi nous pensons que 85 000 est un chiffre avec lequel nous pourrions vivre. » Et c'est cela, la négociation. Je peux donc imaginer que cela amorce un processus de négociation entre les États-Unis et la Russie qui durerait au moins 6 mois. Je veux dire, les questions soulevées dans ce document sont du genre de celles qui ne se règlent pas en une réunion, ni 2, ni même 4. Ce sont des questions très complexes qui doivent être résolues. L'un des points concerne le territoire que la Russie peut conserver. Il dit, d'accord, nous reconnaîtrons que la Crimée, Donetsk et Louhansk font partie de la Russie, de votre République fédérale, mais vous devez vous arrêter là où vous êtes. Gelez la situation à Kherson et à Zaporijia. Or, la Russie n'a pas encore entièrement repris ni pris le contrôle total de ces deux territoires. Cependant, selon la constitution russe actuelle, les deux territoires, Kherson et Zaporijia, font partie de la Russie. Ce n'est donc pas quelque chose que Poutine peut simplement négocier, pas plus que Donald Trump ne pourrait aller discuter avec Poutine et dire « D'accord, oui, nous vous donnerons l'Alaska et Hawaï ». Ce n'est pas possible. Ce sont des États des États-Unis. Aucun président, aucun dirigeant n'a la capacité de sacrifier cela. Et encore une fois, c'est l'une des choses que l'équipe Trump a refusé d'accepter ou de reconnaître. Maintenant, c'est un pas dans la bonne direction. Il se rapproche au moins quelque peu de la position russe. Mais le point fondamental, c'est que la Russie est en train de gagner. Elle gagne sur le champ de bataille. Ses opérations offensives s'accélèrent et s'étendent, et l'Ukraine ne peut pas suivre. Donc la Russie va mettre fin à cela militairement. Réalistement, d'ici à ce qu'ils parviennent à quoi que ce soit, à un accord substantiel issu de cette discussion, la situation militaire pointera vers l'effondrement de l'Ukraine. Je pense que les Ukrainiens ont probablement mal joué leur coup, car ils se sont opposés trop fermement à la proposition, rejetant en fait chaque point de la liste. Maintenant, oui, c'est regrettable pour l'Ukraine, car Trump veut vraiment faire avancer cet accord de paix et les négociations, surtout puisque la situation tourne clairement au désavantage de l'OTAN et de l'Ukraine sur le champ de bataille. Mais l'opposition très ferme de Zelensky à ce sujet signifie que les États-Unis devront exercer une forte pression sur lui pour qu'il l'accepte. Penses-tu que Trump dispose du soutien politique nécessaire à Washington pour commencer à réduire les livraisons d'armes, la logistique ou le renseignement? Quelque chose qui, en somme, forcerait Zelensky à reconsidérer son opposition. Oui, en fait, je pense que c'était peut-être l'intention derrière tout cela. Créer une proposition américaine, très spécifique, qui en apparence semble raisonnable, et offre au moins la possibilité que la Russie puisse l'accepter, afin de forcer la main de l'Ukraine. Quand Zelensky dit « hors de question, nous n'allons pas faire ça », cela donne alors à Trump l'occasion de dire « d'accord, vous savez, nous avons tout essayé pour parvenir à un accord, et ceux qui l'empêchent, ce sont les Ukrainiens. Donc c'est fini. » C'est une chose que j'ai entendue à plusieurs reprises à Moscou, de plusieurs sources, que cette guerre prendra fin une fois que les États-Unis se retireront.
Une fois que les États-Unis mettront fin aux opérations de la CIA en Ukraine, au soutien militaire, au partage de renseignements et à la fourniture d'armes et de munitions, l'Ukraine sera finie. Elle ne pourra pas tenir. Je veux dire, en ce moment, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les pertes mensuelles, selon le ministère russe de la Défense, tués et blessés, s'élèvent à environ 40 000 par mois, et c'est ainsi depuis au moins 4 ou 5 mois. Non, en réalité, c'est ainsi pendant toute l'année 2025. Donc à l'heure actuelle, les Russes estiment avoir infligé presque un demi-million de tués et de blessés aux Ukrainiens, rien qu'en 2025. Ensuite, ces sites très pro-ukrainiens, l'Atlantic Council, l'Institut pour l'étude de la guerre, estime que le nombre de désertions, les désertions mensuelles en Ukraine, se situe entre 20 000 et 40 000. Eh bien, si l'on additionne ces deux chiffres, on parle d'au minimum 60 000 pertes par mois et au maximum 80 000 pertes par mois. Et ensuite, on prend du recul et on se demande combien de nouvelles recrues No Grace parvient-elle à rassembler chaque mois? Environ 25 000 peut-être. Et ces 25 000 ne sont pas envoyés dans un camp d'entraînement où ils passeraient de 3 à 6 mois à apprendre. Mon Dieu, non, ils sont tellement désespérés. On leur enfile des uniformes, on leur donne des armes. Ils ne savent même pas marcher en formation et on les envoie directement au front. L'Ukraine est en train de sombrer dans une spirale de mort, à mon avis, et ce n'est pas viable. Des gens meurent partout. En 2027, cela ne peut pas durer aussi longtemps, tout simplement parce que l'Ukraine n'a pas la main-d'œuvre nécessaire. Et je ne vois pas l'OTAN, même s'il y a encore quelques mercenaires qui arrivent, être capable de déployer des forces pour maintenir la situation. S'ils le font, la guerre s'étendra à l'Europe et les capitales ainsi que les bases militaires européennes seront frappées et détruites par la Russie. C'est une chose étrange pourtant. Vous avez mentionné que la guerre prendra fin lorsque les États-Unis mettront un terme à leur soutien ou à leur coopération avec les services de renseignement ukrainiens. Mais cela soulève une bonne question. Pourquoi tout cela doit-il être imposé à l'Ukraine dès le départ? Une grande partie devrait en réalité être un accord entre la Russie et les États-Unis. Parce que, eh bien, nous savons déjà, comme l'ont confirmé le New York Times et le Washington Post, que le lendemain du coup d'État de 2014, la CIA et le MI6 ont commencé à collaborer avec les services de renseignement. Ils ont installé un nouveau chef du renseignement en Ukraine et ont commencé à reconstruire les services à partir de zéro, comme un instrument, un outil contre la Russie. Je veux dire, ils ont déjà admis tout cela. Ils ont reconnu à quel point ils avaient pris le contrôle du gouvernement ukrainien également. Donc il semble, et c'est aussi confirmé, que c'était l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie a décidé d'envahir en 2022. Les services de renseignement américains et britanniques s'étaient implantés si profondément en Ukraine. Mais il est très étrange que dans ce plan de paix en 28 points, on parle d'un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine. Après que Boris Johnson, Marco Rubio, tout le monde a confirmé qu'il s'agissait d'une guerre par procuration. Et pourtant, c'est une limite essentielle. C'est la même chose avec l'adhésion à l'OTAN. J'ai déjà soulevé ce point à de nombreuses reprises. Pourquoi l'Ukraine devrait-elle être contrainte de signer un accord stipulant qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN? Je pense que les Russes auraient davantage confiance si cela venait des États-Unis, car l'Ukraine pourrait changer d'avis demain. Alors, pourquoi ne pas obtenir un accord des États-Unis? C'est juste très étrange, la façon dont toute la diplomatie fonctionne ici. Sais-tu pourquoi les États-Unis insistent autant pour maintenir cette idée, enfin cette prétention, d'être simplement un médiateur?
Nous ne sommes pas de bons auditeurs. Vous savez, l'administration Trump et en réalité l'État profond, ceux qui étaient là avant Trump à la CIA, au Pentagone et à la Defense Intelligence Agency, ont élaboré un récit sur les raisons pour lesquelles la Russie agit comme elle le fait, et ce récit est complètement déconnecté de la réalité. En fait, la Russie parle des causes profondes. La cause fondamentale de ce conflit est l'expansion de l'OTAN vers l'Est et l'encerclement de la Russie par des armes offensives. Les soi-disant systèmes de défense aérienne Aegis déployés en Roumanie et en Pologne sont tout à fait capables de transporter des missiles à ogive nucléaire. Et donc, vous savez, la Russie considère cela comme une menace très très sérieuse. Lorsque vous parcourez ce document de 28 points, je l'ai publié sur sonar21.com et j'ai fait une analyse de quelques paragraphes, l'un des points indique que l'OTAN peut essentiellement déployer l'ensemble de ses avions de combat basés en Pologne. Eh bien, la Russie ne va pas dire « Oh d'accord, pas de problème ». Non, la Russie n'acceptera pas cela. Et à part affirmer qu'il y aura des garanties selon lesquelles l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN, rien ne traite la question de l'expansion de l'OTAN, si ce n'est une promesse. « Oh, nous promettons, jurez crachez, que nous ne nous étendrons plus vers l'Est. » La Russie a déjà entendu cela à plusieurs reprises, et elle sait qu'on ne peut faire confiance à aucune promesse venant de l'Occident. Il faut un engagement concret, ce qui signifie la fermeture de base et le retrait des forces. Je pense que c'est ce que la Russie exigera. Tant que l'Occident ne prendra pas conscience de la nécessité, en reconnaissant qu'en réalité, tout ce conflit concerne le rôle de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Cela n'a rien à voir avec le désir de la Russie d'obtenir le territoire ukrainien. Lors de ma récente visite à Moscou, j'ai eu l'occasion d'interviewer Vassili Prozorov. Prozorov était un ancien colonel du SBU, le service de sécurité ukrainien. En réalité, il s'est avéré qu'il était un agent russe. Il a commencé à coopérer avec les services de renseignement russes en 2014, puis il a fait défection vers la Russie en 2018. Je lui ai longuement demandé quel rôle la CIA avait joué en Ukraine, et cela remonte à plus de 25 ans. La CIA a activement développé, recruté, formé, et ainsi de suite, différents Ukrainiens comme moyen d'exercer de l'influence, jusqu'à avoir en fait un bureau de la CIA à l'intérieur même des quartiers généraux du GUR et du SBU. Ainsi, l'Occident n'a pas encore reconnu que l'OTAN est le problème. Résolvez la question de l'OTAN et vous mettrez fin à la guerre. Alors, où pensez-vous que cela va aller à partir d'ici? Parce que cela pourrait être une occasion de s'asseoir à nouveau et de discuter. La dernière fois, il semblait que Trump faisait ses remarques sur les Ukrainiens et les Russes qui se battaient à notre place. En supposant, je suppose, que si la guerre commençait à évoluer de manière décisive dans un sens ou dans l'autre, il y aurait plus de volonté de compromis. Mais comme on le voit, il ne reste plus vraiment de raison d'y croire. Du moins en Europe, on reconnaît de plus en plus que la guerre est perdue et qu'on ne peut pas vraiment la renverser. Pourtant, personne n'est prêt à envisager une quelconque paix. Prenez Kaja Kallas, par exemple, la chef de la politique étrangère de l'UMML, qui soutient que, eh bien, nous voulons la paix. Mais vous savez, la paix doit d'abord signifier affaiblir la Russie. Donc, il faut imposer plus de sanctions, fournir plus d'armes. En gros, on n'a pas besoin de parler à la Russie, mais il faut l'affaiblir. C'est ça la paix. Il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Si je conseillais l'Union européenne et que je voyais que la situation sur la ligne de front s'aggrave, alors le règlement politique ne ferait qu'empirer de jour en jour. Il vaudrait donc mieux conclure un accord dès aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Alors, que pensez-vous qu'il va se passer à partir de maintenant? Est-ce que ce sera simplement Trump
qui essaiera de mettre le plus de pression possible sur les Ukrainiens et les Européens. Parce que j'ai vu, je crois qu'il a aussi menacé d'imposer bientôt de lourdes sanctions à la Russie, ce qui réduirait alors la pression sur l'Ukraine. C'est donc très confus ce qui se passe réellement ici. Oui, si les menaces et la rhétorique européenne étaient des friandises et des noix, ce serait Noël tous les jours, tu vois. Mais ce ne sont que des paroles creuses de leur part, parce qu'il faut prendre du recul et se demander, d'accord, que peuvent-ils réellement faire? Je veux dire, l'Europe, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni en particulier, disposent-elles d'une base industrielle intacte, capable de produire les armes qui pourraient contrer ce que la Russie utilise actuellement sur le champ de bataille? La réponse est non. Ils ne l'ont pas. Ont-ils réellement une structure de force avec du personnel militaire formé qu'ils pourraient déployer et qui ferait une différence sur le champ de bataille? La réponse est non. Et j'ai eu une conversation. Pepe Escobar et moi avons fait cette interview de 2 heures. La première heure était avec Maria Zakharova et la seconde moitié avec le lieutenant-général Abdi Alaoudinov, chef du bataillon Akhmat. Le général Alaoudinov a déclaré « Regardez, les Européens n'apprennent jamais. En 1812, ils nous ont attaqués et nous les avons chassés de Russie. En 1814, nous sommes allés à Paris pour les corriger. Les Allemands ont fait la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. Et nous sommes allés à Berlin. Donc si l'Europe continue sur cette voie, nous irons où il faudra pour y mettre fin, car nous ne vivrons pas sous cette menace. Nous y répondrons militairement si nécessaire. » Très factuel, ni belliqueux, ni menaçant. Simplement pour dire, regardez, l'histoire est ce qu'elle est, et les Européens feraient bien d'en tirer les leçons. Les Russes n'ont aucun intérêt à capturer ou conquérir l'Europe, car leur territoire s'étend sur 11 fuseaux horaires. Ils ont déjà largement assez de terre à gérer. Ils n'en cherchent pas davantage, ils n'en ont pas besoin, et l'Europe ne possède rien dont ils aient besoin, y compris le champagne. Les Russes de Crimée produisent aujourd'hui leur propre bon vin, donc ils n'ont pas besoin de la France pour cela. C'est le genre de situation où l'antagonisme occidental cherche à pousser les États-Unis à entrer en guerre. C'est ce qu'ils considèrent comme leur seule stratégie, la seule stratégie dans laquelle ils pensent pouvoir réussir. Si les États-Unis s'en mêlent, alors peut-être qu'ils ont une chance. Et si j'étais les Russes, il ne s'agirait pas seulement de la menace venant d'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN. Il faut regarder à travers le Caucase, à travers la Géorgie, les tentatives occidentales de déstabiliser ce gouvernement. Les efforts occidentaux en Arménie et en Azerbaïdjan pour prendre pied afin de pouvoir se retourner contre la Russie et l'Iran. Ces récentes sollicitations envers les Stan, vous savez, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Tadjikistan, montrent que l'Occident poursuit son effort pour encercler la Russie, à la fois pour l'affaiblir et pour la fragmenter en parties constitutives que l'Occident pourrait facilement exploiter. Je dis à mes amis russes qu'il ferait bien de comprendre, c'est ce qui se passe. Ni les États-Unis ni l'Europe n'ont le moindre intérêt, zéro, à dire à la Russie « Hé, tu sais quoi? Soyons amis sur un pied d'égalité. Nous ne voulons rien de toi, tu ne veux rien de nous. Ce sera un jeu à somme positive, et nous te respecterons en tant que pays. Nous cesserons d'essayer de te subvertir. » Cela n'arrivera jamais. L'Occident est accro à la destruction de la Russie comme un toxicomane l'est à sa drogue. Et c'est pour cela qu'il y a tant de théâtre politique en cours. Mais je pense que les Russes, de manière pragmatique, reconnaissent qu'en ce moment ils détiennent l'avantage. Ils sont en train de gagner sur le terrain en Ukraine, et il n'y a rien que l'OTAN ou les États-Unis puissent faire pour l'empêcher. Rien du tout.
that NATO or the United States can do to stop that. Another thing. Well, we know what Eh bien, nous savons ce que veulent les Russes. Leur plus grande crainte, c'est que la guerre soit simplement mise en pause par un cessez-le-feu temporaire, puis que les pays de l'OTAN trouvent un moyen de la relancer plus tard dans des conditions plus favorables. C'est donc ce qu'ils essayent d'empêcher, soit par un accord de paix garantissant que cela ne se produira pas, ce qui serait probablement très sévère, soit sur le champ de bataille en s'emparant des territoires qui pourraient autrement être utilisés à l'avenir comme base de lancement contre la Russie. Et bien sûr, pour les Ukrainiens, cela a du sens. Ils ont beaucoup à perdre, quoi qu'ils fassent maintenant. Et comme vous l'avez dit, l'objectif européen est simplement d'entraîner l'Amérique dans cette affaire du côté opposé à la Russie. C'est pourquoi il est souvent judicieux de faire semblant de vouloir un accord de paix, mais de le présenter comme un cessez-le-feu inconditionnel, ou quelque chose que la Russie ne peut pas accepter, juste pour s'assurer que la colère et la pression de Trump soient dirigées contre la Russie. Mais selon vous, qu'est-ce que les États-Unis cherchent réellement à accomplir ici? Parce que certains points de cet accord ressemblent à des concessions envers la Russie, comme l'invitation faite à la Russie de revenir dans le G8. J'ai du mal à imaginer que cela vienne de Moscou, car eh bien, le G7 est devenu un peu une plaisanterie, une blague, en Russie aujourd'hui. Je ne pense pas que si l'on négocie une paix, Moscou demanderait à être réintégré dans le G8. S'ils étaient invités, bien sûr, ils enverraient Lavrov ou quelqu'un d'autre. Mais cela semble être une proposition venue des Américains. Les Européens ne veulent pas des Russes là-bas. Et les Russes ne semblent pas avoir beaucoup d'intérêt à revenir. Donc cela ressemble à une initiative américaine. Est-ce un effort pour intégrer la Russie dans le système unipolaire? Quelle est la logique derrière tout cela? Alors, laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous une ligue professionnelle de hockey en Norvège? Oui, je pense que oui. Je ne m'intéresse pas vraiment au sport. Eh bien, je vais prendre ça comme exemple. Disons que tu fais partie d'une ligue professionnelle de hockey en Norvège, mais qu'elle n'est vraiment pas très bonne et que ton équipe en fait partie. Maintenant, on te propose de rejoindre une ligue européenne de hockey, bien plus grande et bien meilleure. Voici la situation. Et Glenn, si tu signes pour ça, tu pourras revenir et faire partie de la ligue norvégienne de hockey. Et tu répondrais, pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Je suis membre de la Ligue européenne. Donc, voici les États-Unis qui font une offre à la Russie. Oui, nous te laisserons redevenir membre du G8. Mais en ce moment, les BRICS ont un PIB supérieur à celui de tous les pays du G7 réunis. Et les BRICS contrôlent plus de ressources naturelles que tous les pays du G7. Alors oui, reviens et rejoins une organisation perdante. Je veux dire, les Russes doivent bien en rire. C'est ridicule. Mais cela reflète l'illusion d'une partie de l'équipe Trump. Celui qui a rédigé cela, probablement Scott Bessant, je dirais, croit vraiment, comme le secrétaire au Trésor, que, oh là là, la Russie veut vraiment faire partie de notre club parce que nous sommes si puissants, si économiquement forts, qu'ils ne peuvent pas résister. Ils se sentent exclus. Et l'un des autres éléments de ce plan est, eh bien, nous commencerons par assouplir progressivement certaines sanctions. La position de la Russie est non. Vous levez toutes les sanctions maintenant, immédiatement. Un autre élément de la proposition est, nous allons prendre ces avoirs gelés que nous avons volés à la Russie et en donner 100 milliards de dollars à l'Ukraine pour aider à reconstruire l'Ukraine. La Russie dit, vous n'allez pas prendre notre fichu argent. Si nous dépensons quoi que ce soit pour l'Ukraine, c'est nous qui en déciderons, pas vous.
Donc je veux dire, il y a des problèmes de ce genre à chaque point parmi ces 28 points. C'est pourquoi je dis que le texte a été rédigé du point de vue des États-Unis. Il reflète la compréhension américaine du conflit, ou plutôt son incapacité à le comprendre. Mais la Russie acceptera de s'asseoir pour en discuter. Elle ne dira pas « Nous avons lu le document, il n'y a rien à discuter ». Non, elle en discutera. Et si rien d'autre, les discussions dureront 6 mois, et la Russie continuera d'étendre son contrôle territorial en Ukraine. Alors la situation militaire pour l'Ukraine et l'OTAN sera encore pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Eh bien, ma dernière question est la suivante. Si vous regardez dans votre boule de cristal, comment ce jeu diplomatique va-t-il évoluer à l'avenir? Parce que, eh bien, comme vous l'avez dit, il y a une opposition farouche de la part de Zelensky et des Ukrainiens. Certains de ces points semblent également déjà dépasser certaines des choses que la Russie accepterait. Et je pense que vous aviez tout à fait raison à propos de l'argent. Surtout que cela légitime le vol, non seulement en prenant l'argent, mais aussi en le remettant ensuite à l'Ukraine. Vous savez, même si parfois nous nous convainquons que Poutine est un dictateur, il peut faire ce qu'il veut. Je veux dire, il doit avoir un certain soutien de l'establishment politique en Russie. J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il présente cet accord. Il sera très difficile pour quiconque de l'accepter. Mais encore une fois, comme tu l'as dit au début, cela ouvre un certain espace de manœuvre. Et je pense que c'est quelque chose pour lequel Trump est devenu connu, quoi qu'il fasse. Qu'il propose une Riviera à Gaza ou autre chose, il semble toujours vouloir faire sensation, se donner un peu de marge de manœuvre et bousculer un peu les choses. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il cherche à faire ici. Mais que penses-tu qui va se passer à partir de maintenant? Eh bien, la Russie est ouverte. Elle aimerait entretenir une relation normale avec Washington, normale au sens de la normalité de la guerre froide, où nous avions des diplomates dans les capitales respectives et des vols directs permettant de se rendre à Moscou depuis New York ou Washington, D.C. Ainsi on se parlait. On n'était pas d'accord, bon sang, bien sûr, car il y avait de nombreuses situations où la guerre a failli devenir réelle. Nous combattions l'expansion soviétique telle que nous la percevions en Amérique centrale, en Angola et en Afghanistan, et les soviétiques combattaient ce qu'ils considéraient comme des tentatives de subversion américaine visant à infiltrer et à détruire la Russie. C'était donc un va-et-vient constant. Et malgré tout cela, on continuait à se parler. Même pendant la crise des missiles de Cuba, il y avait un ambassadeur là-bas, sur la 16e rue à l'époque, juste au nord de la Maison-Blanche, afin qu'il puisse dialoguer. Nous n'avons pas cela aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses très simples que Donald Trump pourrait faire pour remettre les relations diplomatiques sur une voie normale. Premièrement, rétablir les vols directs entre les États-Unis et Moscou, et inversement. Deuxièmement, rendre les propriétés que Barack Obama a saisies illégalement aux Russes, les leur restituer, et lever cette interdiction qui limite les Russes à ne pouvoir voyager qu'à 25 miles de Washington, D.C. Je veux dire, bon sang, cela ne vous emmène guère plus au nord du comté de Montgomery, dans le Maryland, ou jusqu'au comté de Fauquier, en Virginie. Mais après avoir fait cela, je pense qu'il y a une réelle frustration. Maria Zakharova l'a exprimé, et elle était sincèrement frustrée à ce sujet. C'est comme si nous entendions les paroles, mais que nous ne voyions pas les actes. Donc, la balle est vraiment dans le camp de Donald Trump maintenant, pour déterminer s'ils vont essayer de normaliser les relations avec la Russie. Le problème, c'est que dès qu'il fera cela, il y a un courant au sein du Parti démocrate, et aussi du Parti républicain, qui l'accusera d'être un traître, de se vendre aux Russes, de se soumettre aux Russes, de ne pas être assez ferme, et ainsi de suite.
I'm not being tough enough with her, on and on and on. So it's like this neo-conservative crowd. C'est comme si cette clique néoconservatrice à Washington était tellement enracinée. Ils ont mis la main sur les think tanks, sur les médias, sur le complexe militaro-industriel, qu'ils ne sont pas prêts de permettre une normalisation des relations avec la Russie, parce qu'il y a trop d'argent à gagner en maintenant ce conflit. Si l'on retire la Russie comme ennemi servant à justifier le triplement de la production de missiles Patriot et tout le reste, alors vous voyez comment les États-Unis pourraient-ils justifier un budget de plus de 1000 milliards de dollars. C'est donc une question d'économie. Et vous savez, ces 100 millions de dollars de corruption, c'est de la petite monnaie. Oui, il y a eu environ 100 millions de dollars de corruption dans le secteur de l'énergie. Mais le montant réel de l'argent volé aux contribuables américains est détourné, une partie ayant fini dans les poches de membres du Congrès, tant à la Chambre qu'au Sénat, dépasse les 48 milliards de dollars. C'est en cours d'enquête, mais franchement, comme certaines des personnes ayant reçu cet argent sont des républicains et des démocrates influents, je ne pense pas que l'enquête aboutira à ce que quiconque soit tenu pour responsable. Encore une fois, il y a simplement trop d'argent en jeu. Ainsi, les États-Unis n'ont actuellement aucun intérêt financier à rechercher la paix avec la Russie. Une partie de mon optimisme, cependant, vient du fait que, comme vous l'avez dit, au moins il y a un peu de dialogue. Autrefois, du moins pendant la guerre froide, nous nous parlions. Et je pense qu'une partie de la folie en Europe vient du fait que nous ne parlons plus à l'adversaire. Il n'y a plus de diplomatie. En substance, tout accord proposé par les Russes ou les Américains, comme celui-ci, suscite principalement une réaction fondée sur l'idée que nous ne pouvons faire aucune concession, car toute concession est perçue comme une récompense de l'agression russe. Et si l'on récompense l'agression, on ne fait qu'encourager davantage d'agressions. Mais toute cette idée selon laquelle cela récompense l'agression repose sur la notion qu'il s'agissait d'une invasion non provoquée, qu'elle était opportuniste. Mais encore une fois, c'est assez absurde si les preuves sont accablantes que cela n'a en rien été non provoqué. Cependant, étant donné que nous n'avons aucun contact avec la Russie, pas de diplomatie, interdiction des médias, il ne peut y avoir aucune compréhension mutuelle. Donc, au moins, si cela oblige les gens à s'asseoir et à discuter, ce serait déjà quelque chose. Je veux dire, les Européens répètent maintenant l'autre argument. Eh bien, il ne peut pas y avoir d'accord sans impliquer l'Ukraine et les Européens. Bien sûr, les Européens ne veulent pas s'asseoir et parler avec les Russes, ce qui est assez ridicule. Mais, vous savez, peut-être que cela pourrait déclencher un effort diplomatique plus large, ou, plus probablement, je pense que les États-Unis et la Russie vont simplement ignorer les Européens. Mais, je ne sais pas. Je vois beaucoup de failles ici. Le fait qu'aucun des camps ne semble capable d'accepter cet accord est évidemment un défaut majeur. Pourtant, il y a à nouveau une certaine raison d'être optimiste, si au moins une partie de la voie diplomatique a été relancée. Bien que je doive dire que je pense aussi que cette guerre sera plus probablement résolue sur le champ de bataille. Mais encore une fois, j'espère me tromper à ce sujet. Eh bien oui, je pense que tu as raison. Tu seras reconnu comme un prophète. Écoute, il y a un fossé grandissant qui ne cesse de se creuser entre les dirigeants européens et les peuples européens. L'électeur moyen en Allemagne ne va pas voir Friedrich Merz en lui disant « Oh mec, ouais, va chercher ces Russes ». Même chose en Pologne, même chose en France, même chose au Royaume-Uni. Il y a donc une rupture totale avec la réalité entre le peuple et les décideurs politiques. Et franchement, on commence à voir la même chose aux États-Unis aussi. La base de Trump s'effrite rapidement. Sa politique America First est sincèrement partagée par beaucoup de gens,
et il considère que Trump l'a trahi sur toute la ligne, non seulement en Ukraine, mais surtout avec Israël et aussi avec le Venezuela. Au lieu d'apporter la paix, il est perçu comme provoquant la guerre, ce qui le place dans une position politique faible. Ce qui rend le rôle des États-Unis si troublant dans tout cela, c'est que les intérêts financiers qui profitent de la guerre ont tout intérêt à la prolonger. Peu importe que cela cause d'énormes dégâts aux États-Unis. Nous avons déjà des générations de retard sur la Russie dans certaines catégories d'armement. Et les vents politiques en Russie poussent vers un mouvement à l'Est. J'ai passé quelque temps avec Sergueï Karaganov, et dans ses écrits, Karaganov a été l'un des plus fervents défenseurs d'un tournant vers l'Est, vers la Sibérie, vers l'Asie, en reconnaissant que c'est là que se trouve l'avenir de la Russie. Parce que, de quoi la Russie a-t-elle besoin venant de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe a à offrir? Des gens aux cheveux bleus, verts, avec des comportements sexuels étranges. Ils n'ont pas vraiment de ressources. Ils ne produisent pas de produits ou de technologies miracles dont la Russie aurait besoin. Disons que l'Europe, c'est un peu comme ce parent alcoolique et sans emploi qui veut venir vivre chez vous. Qui a besoin de ce genre de drame? Donc, je pense que la Russie reconnaît que son avenir se trouve avec la Chine, avec l'Iran, avec l'Indonésie, avec le Sud global. Elle n'est plus liée à l'Europe. Ce navire, en quelque sorte, a déjà levé l'ancre. Oui, j'ai publié un livre, il y a une dizaine d'années, intitulé « La stratégie géoéconomique de la Russie pour la Grande Eurasie ». Sergueï Karaganov en a rédigé la préface et m'a offert un poste dans son département à Moscou, qui se consacre justement à ce sujet. La thèse de mon livre était plus ou moins la même. Tous les incitatifs systémiques laissaient entendre que la Russie aurait désormais son appareil militaire tourné vers l'Ouest, comme moyen de dissuasion contre l'Occident, tandis que tous ces instruments économiques de puissance, coopération technologique, chaînes d'approvisionnement, corridors de transport, monnaie, banque de développement, système de paiement et tout le reste seraient orientés vers l'Est. Et je pense que c'est bien la direction qu'ils prennent. Ce n'est pas un texte de vœux pieux. C'est simplement une analyse de l'endroit où se situent les intérêts stratégiques de la Russie. Malheureusement, en Europe, nous avons contribué à façonner ces incitatifs pour la Russie. Mais non, je pense que beaucoup d'erreurs ont été commises. Permettez-moi de vous interrompre. Mettez un lien vers ce livre dans votre vidéo. Les gens devraient l'acheter. Encore une fois, nous changerons votre nom. Vous deviendrez Glenn le prophète. Non, je veux dire oui, c'était très intelligent de votre part d'avoir vu cela bien avant de nombreux observateurs. Eh bien, à cette époque, beaucoup de gens étaient critiques. L'idée que la Russie et la Chine puissent coopérer semblait impossible, car tout le monde pensait qu'elles s'affronteraient en Asie centrale. L'idée qu'elles puissent avoir un projet commun ou une initiative conjointe de dédollarisation était considérée comme de la science-fiction. Donc je pense que non, oui, une grande partie de cela aurait dû être prévisible. Mais nous y voilà. Enfin, je vais laisser ce lien. Ça veut dire que tu es sacrément doué dans ton travail. Eh bien, merci. Et oui, allez commander mon livre. Je laisserai un lien dans la description. Oui, absolument. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Larry. Et oui, passe un excellent week-end. Très bien, mon ami. Toujours agréable de parler. Au revoir.